C'est l'heure du journal sur RTC. Voici le sommaire. Les abus et maltraitances récurrents mettent en évidence la fragilité des mécanismes de protection des enfants et soulèvent des interrogations sur la responsabilité parentale dans un contexte de vulnérabilité croissante. La généralisation de la déclaration de patrimoine annoncée par le chef de l'État dans sa quête de transparence dans la gestion publique est saluée mais suscite des doutes quant à son efficacité réelle face au fléau de la corruption. À Kaolack, l'installation du bureau régional de la Société coopérative nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs marque une étape clé pour promouvoir l'importance des secteurs primaires et réduire les conflits entre les acteurs locaux. Et puis dans la deuxième partie, notre dossier du jour, privé de bois d'œuvre en raison de la suspension des permis de coupe. Les menuisiers du département de Bignona voient leurs activités paralysées, compromettant ainsi leurs engagements envers leurs clients tout en fragilisant l'économie locale. Telles sont les grandes lignes. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement. Je vous le disais en titre, des viols, des agressions sexuelles, des violences physiques et autres abus que subissent les enfants remettent en cause leur protection et leur bien-être. Des citoyens parlent de la lassitude des parents vis-à-vis de leurs enfants. Comment garantir leur sécurité? Élément de réponse dans ce reportage signé Mahmoud Afé. Chaque jour, de nombreux enfants subissent des violences physiques ou sexuelles, souvent dans une indifférence généralisée. Ces abus déjà alarmants sont aggravés par la négligence de certains parents, qui accordent parfois peu d'attention à la sécurité de leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui ne surveillent pas leurs enfants, qui trouvent les enfants n'importe où et à n'importe quelle heure. Et quand il y a un problème, ils viennent nous dire « mon enfant n'a pas dit qu'il allait là-bas ». Tu vois des enfants qui n'ont même pas 10 ans traîner dans la rue et tu te poses la question « où sont leurs parents ?» ou bien « est-ce qu'ils en ont ?» C'est vraiment préoccupant. Une liberté excessive sans encadrement adéquat augmente le risque pour les enfants d'être confrontés à des situations périlleuses. À certaines heures, un enfant ne devrait pas être dehors. Nous les parents, nous dormons parfois à minuit et laissons nos enfants dehors jusqu'à des heures tardives. Ils sont en danger car des personnes mal intentionnées peuvent en profiter pour leur faire du mal. Face à cette liberté préoccupante, la protection et le bien-être des enfants ne doivent plus reposer uniquement sur les épaules des parents. Chaque parent, avant de dormir, devrait vérifier si ses enfants sont à la maison. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Avant, dans les villages, les maisons n'étaient pas fermées à clé et pourtant les enfants ne sortaient pas. Contrairement à aujourd'hui, même si tu fermes les portes à clé, les enfants arrivent à sortir et on ne sait pas quel moyen. Même quand ils vont à l'école, nous n'avons pas l'esprit tranquille car on ne sait pas qui ils vont croiser. Je dis souvent à mes enfants de ne pas répondre aux inconnus, même s'ils leur proposent des bonbons ou des cadeaux. C'est seulement à leur retour que je suis rassurée. La sécurité des enfants doit être érigée en priorité absolue. Elle exige une vigilance constante, une sensibilisation accrue et une action concertée. Parents, éducateurs, institutions et citoyens doivent unir leurs efforts pour protéger les enfants des individus mal intentionnés et des environnements hostiles. Et puis direction Kaffrine, face à la recrudescence des accidents de la circulation, le GIE des transports de poids lourds de la région a organisé une formation de 72 heures à l'intention de 25 chauffeurs. L'objectif de cet atelier est de renforcer les compétences des jeunes conducteurs de poids lourds, en particulier dans la maîtrise du tableau de bord de leur véhicule. Les propos des responsables recueillis par Fatou Sall. Les accidents deviennent de plus en plus nombreux. C'est ainsi que nous avons décidé d'aider les enfants. Sur ce, j'ai créé un GIE et j'ai déposé cela à la 3FPT. Après, nous avons eu un accord pour organiser cette formation pour les jeunes. Le groupement compte 25 membres. D'ailleurs, l'atelier a duré 3 jours et je pense que durant cette période, chacun a acquis de nouvelles connaissances car certains jeunes transporteurs ignoraient certaines choses. Mais avec cette formation, ils ont appris beaucoup de choses.
Chaque transporteur doit savoir se communiquer avec le tableau de bord de son véhicule. Donc si tu ignores cette communication ou bien tu n'as pas reçu une formation sur ça, tu peux commettre une erreur. Donc il est essentiel de maîtriser ce tableau de bord. Cela permet d'être au courant sur certaines choses, notamment l'ouverture des portails, le port de ceinture de sécurité, le manque d'huile ou de carburant. Tout cela sera signalé par le tableau de bord. Si le transporteur ignorait cela, ça devient un problème. Donc pour changer les comportements lorsque nous conduisons, il est important de maîtriser le tableau de bord. Vraiment, nous avons beaucoup appris durant cette formation parce que chaque transporteur a acquis de nouvelles connaissances qu'ils n'ont pas auparavant. Les véhicules d'hier et aujourd'hui sont différents parce que le monde a évolué avec les véhicules électroniques. Donc chaque conducteur doit maîtriser toutes les fonctionnalités du tableau de bord. Parfois même le portail derrière peut souffrir. Dans ce cas, tu vas le savoir grâce au tableau de bord. Beaucoup de jeunes transporteurs ici présents ne le savaient pas, mais maintenant, ils ont tout appris. Et puis cap à Kolda pour parler du lancement du processus de régulation des motos 2 roues au Fouladou. Elle représente le principal moyen de transport. Les acteurs du secteur réagissent de manière diverse à cette initiative gouvernementale. Entre le délai jugé court et les tracasseries policières, les conducteurs dénoncent leur calvaire. Au micro de Abdou Diaw. Décision des autorités de réorganiser le secteur du transport est diversement appréciée au Fouladou. Si tous s'accordent sur la nécessité de renforcer la sécurité des usagers et autres acteurs du secteur, beaucoup de personnes rencontrées souhaitent y aller avec plus de tact, mais surtout de prendre en charge certaines réalités d'une zone où plusieurs localités sont encore très enclavées et ne sont accessibles qu'avec les 2 roues. Le transport en moto est vital pour ces zones. La conduite de moto est aussi devenue une activité pour des milliers de jeunes sans perspective. On l'explique ici le responsable des Jakartaman de Kolda commune. Dès qu'on a appris en tout cas la lettre circulaire, c'était quelque chose de très normal, franchement parler, parce que concernant, dès que j'ai vu en tout cas la lettre, j'ai vu la sécurisation en tout cas des 2 roues, des conducteurs des 2 roues, la sécurisation en tout cas des usagers, la sécurisation en tout cas de la population. Je me dis que mais ça c'est une lettre qui est en tout cas très normale et qui est aussi bon pour nous les conducteurs des 2 roues. La plus grande difficulté pour le commun des utilisateurs des motos reste l'accès au permis de conduire. Ici, l'écrasante majorité des conducteurs de 2 roues n'ont jamais eu de permis. Les mesures incitatives et autres facilités accordées durant ce délai de grâce ne prennent pas en charge cette question. Le circuit de l'obtention du sésame est aussi compliqué, souvent gangréné par certains phénomènes comme la corruption. N'empêche, certains conducteurs de motos prennent leurs dispositions pour se conformer à la réglementation, comme l'explique ce jeune. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est le cas du permis de conduire. Parce qu'à partir de là, tu ne peux pas avoir moins de 3 mois. Tu ne peux pas avoir le permis de conduire. Au minimum, pour avoir ton permis de conduire, il te faut faire 4 à 6 mois. La mise en place de ces initiatives sera compliquée au Fouladou, surtout pour certains habitants des zones rurales. Direction Kaolack, la commune de Ndjebel dans l'arrondissement de Ngoch, département de Kaolack, a abrité la cérémonie d'installation du bureau régional de la Société coopérative nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal, section Kaolack. Cette plateforme a pour objectif de vulgariser l'importance de ces 3 secteurs d'activité pour le développement du Sénégal, mais aussi de résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs, tout en soutenant l'État dans sa politique de développement des secteurs ciblés. Damba Bey ou Dambeiba plutôt est le maire de Ndjebel au micro de Tening Thiaré. Ça a été un honneur pour la région de Kaolack d'abord, mais aussi un honneur pour l'arrondissement de Ngoch et un honneur aussi pour la commune de Ndjebel. L'important de cette coopération, c'est d'unir les agriculteurs, les éleveurs autour de l'essentiel. Faire une nouvelle orientation conformément aux dispositions et aux orientations de son excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour faire de l'agriculture, l'élevage et la pêche un levier de développement pour que toute la population, y compris les jeunes même, surtout les jeunes, puissent s'approprier de ça et que l'État
l'État aussi puisse avoir un cadre de contact, de concertation afin d'accompagner ces coopératives, d'accompagner ces populations dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour qu'au moins qu'on puisse connaître encore un développement et connaître aussi des mutations par rapport à ce qui se passait autrefois. Nous, en tant qu'autorité municipale, nous sommes des représentants de l'exécutif, nous sommes des démembrements de l'exécutif. Donc nous devons apporter aussi notre pièce à l'édifice, notre pièce à cette société de coopérative pour les agriculteurs, les éleveurs et la pêche à travers des moyens, que ce soit des moyens en termes financiers, que ce soit des moyens en termes de délibération par rapport aux terres, l'accès à la terre pour les femmes, pour les jeunes, mais aussi pour les vieux, mais aussi jouer le rôle d'intermédiaire en cas de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Tout ça, la commune, la municipalité doit jouer ce rôle-là pour qu'il y ait vraiment un climat d'apaisement entre les acteurs. Et puis l'amicale des étudiants de Tambacounda issus des différentes universités du pays ont organisé une journée d'échange pour préparer l'insertion des nouveaux bacheliers dans le campus universitaire. Les membres de l'amicale ont saisi l'occasion pour demander aux autorités de revaloriser les subventions tout en mettant à leur disposition des terrains communautaires. Le président que voici au micro de Kéba Kébé. Journée d'échange avec les nouveaux bacheliers ressortissants de Tamba pour mieux comprendre pédagogiquement la structure, ce qui les attend dans les universités et la situation sociale encore. Les conseils, parce que tous les enseignants ont témoigné que la vie universitaire n'est pas comme au lycée ou bien à l'école élémentaire, mais c'est une autre vie qui les attend. Les difficultés, il y a à chaque fois un problème qui se pose, c'est le problème de logement qui habite chaque étudiant actuellement. Parce qu'à l'université, pour trouver un logement, c'est extrêmement difficile. C'est également que le maire fait ainsi, fait des dons de terrain comme le maire de Kédougou l'a fait. C'est une grande opportunité. En plus, ça nous donnera une marge pour les anciens, pour les nouveaux qui doivent venir encore. Juste que les autorités doivent encore se préoccuper des problèmes que les étudiants rencontrent au sein de l'université. Direction Sédhiou, le sud du pays, la généralisation de la déclaration de patrimoine visant à renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques, une initiative saluée par plusieurs acteurs de la société civile, politique et économique du pays. Selon eux, cette mesure pourrait jouer un rôle dans la lutte contre la corruption, bien que son efficacité reste à évaluer dans les mois à venir. C'est un reportage signé Oumar Sissé. Concernant la déclaration de patrimoine, elle sera généralisée à tous les agents de la fonction publique sans exception. Cette annonce du président de la République concernant la transparence dans la gestion des finances publiques est bien accueillie par le commissaire principal aux enquêtes économiques, André Almami Fodé Fossar Souane. Je pense que pour mettre tout le monde à l'aise, cette déclaration doit être de mise. Que l'on demande à chaque fonctionnaire de déclarer ce dont il dispose, ce qu'il a comme fortune. Aussi, quand il ne sera plus en fonction, on pourra faire la comparaison pour savoir si s'il y a enrichissement, si cela a été licite ou illicite. Pour le commissaire principal aux enquêtes économiques en service au ministère de l'Industrie et du Commerce, cela doit inclure même ceux qui œuvrent dans le secteur privé. Moi, je pense qu'il faut même aller au-delà des agents de l'État, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des agents de l'État que l'on soupçonne d'enrichissement illicite. Il y en a qui sont dans le privé aussi, qui peuvent s'enrichir illicitement. Selon Aliou Diallo, conseiller départemental à Sédhiou, l'application stricte de cette mesure permettra de lutter efficacement contre la corruption à grande échelle. En tout cas, même si ça ne lutte pas intégralement contre la corruption, parce que les Sénégalais, ils sont très intelligents, c'est de très bons comptables et de très bons juges. Mais je pense que quand même, ça va diminuer, même si ça n'enlève pas intégralement vraiment les problèmes de corruption, mais je pense que ça va diminuer à grande échelle.
La généralisation de la déclaration de patrimoine annoncée par le chef de l'État fait partie d'une série de mesures visant à renforcer la transparence et la confiance dans les institutions publiques. Toutefois, il reste à voir si cette initiative sera véritablement efficace et comment elle sera mise en œuvre dans les mois à venir. Et nous en arrivons à la deuxième partie de cette édition. Le dossier du jour s'intéresse aux menuisiers du département de Bignona qui traversent une période difficile en raison du manque de bois d'œuvre. Cette pénurie fait suite à une suspension par l'État des permis de coupe. Aujourd'hui, ces artisans font face à une perte de leur emploi et à des conflits avec leurs clients car ils sont incapables de respecter leurs engagements. Un dossier réalisé par notre correspondant à Bignona, Diakaria Djedjou. Quand on parle du bois d'œuvre, les regards sont tournés vers les menuisiers de bois. Aujourd'hui, l'accès à cette matière première pour les menuisiers du département de Bignona est un parcours du combattant. Ça fait 2 ans, parce que le bois actuellement c'est difficile, trop difficile. Pour avoir le bois, il y a tous les problèmes. Il y avait un quota réservé aux artisans, mais l'État a bloqué et suspendu les permis d'exploitation depuis l'affaire Bofa. Auparavant, on avait un quota destiné aux artisans. Chaque année, on livrait le quota au mois d'octobre. C'était juste après l'ouverture de la campagne, parce qu'après chaque saison, la fermeture est prévue au mois de mai. L'ouverture de la campagne est prévue au mois d'octobre. Après chaque mois d'octobre, on nous livrait les quotas avec lesquels nous pouvons accéder facilement aux produits, c'est-à-dire la matière première. Maintenant, depuis le problème aussi de Bofabert, on a quitté nos permis de coupe ici dans la région de Ziguinchor. Il y a cela quelques années. Depuis le problème de Bofa, la région est pratiquement fermée à l'exploitation. C'est devenu vraiment compliqué pour nous d'accéder au bois. Les difficultés d'approvisionnement s'accentuent lorsque le nouveau inspecteur régional des eaux et forêts de Ziguinchor a suspendu la vente du bois de saisie qui est parfois vendu aux menuisiers, dit-il, pour faire l'état des lieux. Bon, le bois là, c'est le chef de Ziguinchor. Il a tout bloqué. Il a tout bloqué parce qu'il a dit pour l'instant, ils vont tout bloquer pour reprendre à zéro. On vivait que les saisies. Maintenant, depuis que l'inspecteur, le nouveau inspecteur régional est venu, maintenant on ne parvient même pas à travailler sur l'accès de ces produits de bois. Depuis lors, les tractations ont été faites pour une main levée sur ce bois de saisie. Les menuisiers sont allés même solliciter la médiation du chef de l'exécutif départemental de Bignona. Le chef, le préfet, il a écrit, il nous a dit qu'il faut qu'on écrit une lettre au ministère. Le ministère il a envoyé ça au chef de département. Puis encore, la deuxième des choses, on est allé voir l'inspecteur à Ziguinchor pour lui demander de programmer le vente de saisie. Jusqu'à présent, ça fait maintenant plus de 3 mois, 4 mois. Jusqu'à présent, on n'a pas de satisfaction sur ça. Donc vraiment, on est aussi allé voir le préfet pour lui dire le problème que nous, on a dans nos entreprises. Aujourd'hui, les artisans de bois font face à des difficultés comme la perte d'emploi, les plaintes en justice de leurs clients, mais aussi parfois l'immigration irrégulière. Maintenant, si le produit n'est pas là, comme on le dit toujours, il est difficile de pouvoir gérer le problème. Cette année, on a eu énormément de problèmes. D'autres qui sont nés ici, par exemple, c'est un peu pas trop difficile par rapport à ceux qui ont quitté le nord pour venir s'installer ici pour essayer de trouver le bois et travailler, tu paies la location. Il y a d'autres choses qui nous incombent. C'est un peu compliqué, c'est difficile, très difficile. Sinon, les entreprises vont tomber, les entreprises de la menuiserie vont tomber. Qui a déjà engagé l'argent d'un client qui
à qui tu as fixé un rendez-vous pour lui dire que, par exemple, au 15 janvier, vous venez, vous trouverez vos meubles sont prêts. Il vient, vous lui fournissez des explications une fois, deux fois. À la longue, qu'est-ce que vous finirez devant la justice? Et ça devient un problème. Certains menuisiers, pour survivre, acquièrent du bois clandestinement, ce qui est sans conséquence. Tu reçois l'argent du client, tu achètes le bois, on vient, on t'arrache les bois, les forêts, tu ne peux rien. Il y a le problème avec ton client. Oui, c'est vrai, parce que aussi, quand le bois est illégalement acquis, par exemple, quand tu n'as pas ils sont obligés de se rabattre vers les clandestins. Et si les eaux et forêts font des descentes et ils trouvent ce produit sur place, ils sont obligés de le saisir. Après saisir, ils vous taxent des amendes que vous allez payer. Les menuisiers ne manquent pas de faire des propositions à l'État et à l'inspection régionale des eaux et forêts de Ziguinchor pour une bonne politique de vente du bois dans la région. Si on fait revenir ces permis de coupe, je pense bien ça peut régler beaucoup de choses. L'autorité, pour qu'ils puissent nous aider, les dépôts au niveau des régions. Ils organisent des dépôts. C'était un pillage énorme du bois. Donc, si elle était ouverte aujourd'hui, la région à l'exploitation, je pense que nous serons les premiers acteurs d'abord à combattre ce fléau, parce que nous serons toujours sur le terrain. On n'accepterait pas un pays voisin entrer dans cette région, dans notre département ou bien dans le pays, pour exploiter clandestinement le produit et l'amener dans un autre pays. D'ailleurs, nos tentatives pour recueillir la version du chef de secteur des eaux et forêts de Bignona est restée en vain. Il dit ne pas avoir l'ordre des supérieurs pour s'adresser à la presse. Cependant, la question de l'approvisionnement du bois pour les menuisiers reste en l'état. Et c'est ce dossier qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.uracsénégal.sn. Au revoir.